Regardez-vous. Regardez vos existences calibrées, vos emplois du temps millimétrés et vos cœurs anesthésiés par la dictature de l'efficacité. Vous vivez dans des métropoles de verre et d'acier, des ruches humaines où chaque seconde doit être rentabilisée, où chaque interaction est une transaction, où chaque sourire est une stratégie. Vous êtes les esclaves d'un monde qui a confondu le progrès avec la vitesse, et le confort avec le vide. Vous habitez New York, Londres, Tokyo ou Shanghai, et vous vous croyez au sommet de la pyramide parce que vos livraisons arrivent en 10 minutes et que vos gratte-ciel touchent les nuages. Mais la vérité brutale qui vous empêche de dormir la nuit, c'est que vous êtes des cadavres émotionnels. Vous vivez dans un désert de sens, une cage dorée où la spontanéité a été assassinée par la logique du résultat. Et puis, il y a la France. Oh, je ne vous parle pas de la France des cartes postales, de cette tour Eiffel clignotante ou de ces dîners aux chandelles sur la scène que Hollywood vous vend comme du fast-food sentimental. Non, ce que je m'apprête à vous décrire est bien plus insidieux, bien plus violent. C'est une agression métaphysique. C'est le choc de la beauté dans ce qu'elle a de plus banal. Bienvenue dans la première phase de votre effondrement, là où le pragmatisme meurt et où l'âme française commet un massacre émotionnel au milieu d'une simple file d'attente. Imaginez un étranger. Appelons-le l'homme-machine. Il vient d'une culture où le temps a de l'argent et où la romance est un produit que l'on achète pour la Saint-Valentin avec un abonnement premium. Il entre dans une pharmacie parisienne, une officine de quartier avec ses néons verts et son odeur de talc et de désinfectant. Pour lui, c'est un lieu de transit, un arrêt technique pour acheter de l'aspirine en moins de 60 secondes. Mais ici, le script déraille. Devant lui, il n'y a pas une transaction, il y a une scène de vie. Un couple de personnes âgées discute avec la pharmacienne. Ils ne parlent pas seulement de leur traitement, ils parlent de la lumière du matin sur les toits, du goût du café qu'ils ont pris plus tôt, et de la petite main de leur petite fille qu'ils ont serrée hier. Et surtout, il y a ce geste. Le vieux monsieur pose délicatement sa main sur l'épaule de sa femme. Ce n'est pas un geste pour la caméra, ce n'est pas un « post » pour les réseaux sociaux. C'est un réflexe de tendresse pure, une poésie instinctive qui se déploie entre les boîtes de médicaments et les flacons de sirop. L'homme-machine sent son rythme cardiaque s'emballer. Pourquoi est-il si mal à l'aise? Pourquoi cette lenteur, cette humanité étalée entre deux rayonnages de parapharmacie, le bouscule-t-elle autant? Parce que c'est une insulte à sa propre existence. À cet instant précis, il réalise que dans son pays, personne ne se touche comme ça dans une pharmacie. Personne ne prend le temps d'être un être humain dans un lieu fonctionnel. Il comprend que toute sa vie, il a été formé à être efficace, mais qu'il a oublié comment être vivant. La romance française n'est pas un acte, c'est une respiration. Elle ne demande pas de décor de luxe, elle transforme le décor ingrat en un temple du sacré. C'est le début de la fin pour lui. Le vernis craque. Sortez de la pharmacie et suivez-le dans une boulangerie, à 7 heures du matin. L'odeur du pain chaud, cet effluve de levain et de farine grillée qui sature l'air frais. Il voit deux amants qui se disent au revoir devant le comptoir. Ils n'ont pas besoin de violon, ils n'ont pas besoin de bouquets de roses à 100 € importés du Kenya. Ils ont juste cette manière de se regarder, ce « je ne sais quoi », de vulnérabilité et de force mêlée alors qu'ils se partagent un bout de croissant. C'est une agression visuelle pour l'étranger. Dans son monde, on se dit au revoir à la hâte, on s'embrasse par habitude en consultant sa montre. Ici, on s'embrasse comme si la fin du monde était pour dans 10 minutes. Le monde moderne vous a menti. Il vous a fait croire que la romance était un événement spécial, quelque chose que l'on planifie, que l'on met en scène, que l'on consomme comme un spectacle. Les diamants de Tiffany, les montres en or, les voyages aux Maldives, tout cela n'est que du carbone compressé et du marketing pour masquer votre indigence émotionnelle. Vous essayez de compenser le vide de votre vie quotidienne par des éclats de luxe artificiel. Le Français, lui, possède le génie de l'ordinaire. Il sait qu'un regard échangé sur le quai d'un métro, à l'heure de pointe, entre l'odeur du bitume et le bruit strident des rails, a plus de valeur que tous les dîners 5 étoiles de New York. Pourquoi? Parce que c'est gratuit. Parce que c'est inutile. Et c'est précisément dans cette inutilité que réside la noblesse de l'âme humaine.
La France est le dernier pays au monde à cultiver l'esthétique de l'ordinaire, cette capacité à voir le sublime dans la poussière, à trouver le tragique amoureux dans un arrêt de bus sous la pluie fine de novembre. L'étranger regarde ce spectacle et il ressent une haine profonde. Une haine qui n'est que la face cachée d'une jalousie dévorante. Il déteste ce peuple qui refuse de courir, ce peuple qui s'arrête pour regarder une fleur qui pousse entre deux pavés, ce peuple qui transforme chaque interaction en un petit théâtre de la passion. Il déteste l'arrogance française, car l'arrogance, ce n'est rien d'autre que le nom que vous donnez à l'excellence quand vous ne pouvez pas l'atteindre. Vous appelez les Français arrogants parce qu'ils n'ont pas besoin de votre validation. Ils sont riches d'une monnaie que vous ne pouvez pas imprimer, la poésie du réel. Pensez à vos villes, ces déserts de béton où l'architecture est pensée pour vous faire circuler, jamais pour vous faire demeurer. Vos places publiques sont des lieux de passage, pas des lieux de rencontre. En France, la place de village, le square de quartier, le banc public sont des lieux de résistance. Ce sont des hôtels où l'on sacrifie le temps à la beauté. L'homme-machine voit un couple s'asseoir sur un banc vert, à Paris, et rester immobile pendant 1 heure, simplement à regarder les ombres des platanes danser sur le sol. Ils paniquent. Que font-ils? Pourquoi ne produisent-ils rien? Pourquoi ne sont-ils pas en train de scroller sur leur téléphone? Ils sont en train de faire quelque chose que vous avez oublié, ils sont en train d'exister. Ils sont en train de savourer l'instant pur, cette minuscule éternité que vous avez troquée contre des notifications et des dividendes. La romance française est une attaque terroriste contre le matérialisme. Elle prouve que le bonheur ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de votre capacité à percevoir les nuances. C'est une éducation des sens que le reste du monde a perdue. Vous mangez de la nourriture industrielle, vous portez des vêtements de série, vous vivez dans des appartements modulaires et vous vous étonnez de vous sentir vide. L'étranger en France réalise soudain qu'il a été victime d'un vol. On lui a volé son regard. On lui a appris à regarder le prix des choses, mais jamais leur âme. Et c'est là que survient le point de rupture. L'homme-machine, au détour d'une rue pavée, voit une petite fille offrir un pissenlit à son grand-père. Il voit ce sourire, cette connexion immédiate, ce moment de grâce absolue qui n'a aucune utilité économique. Et là, il craque. Il ne pleure pas de joie. Il pleure de regret. Il pleure parce qu'il se rend compte que sa vie, aussi réussie soit-elle sur le papier, est une vaste supercherie. Il se rend compte que ses relations ont été pragmatiques, que ses amours ont été raisonnables, et que sa sensibilité a été étouffée par le vacarme de la performance. Il se sent comme un aveugle à qui l'on rendrait la vue au milieu d'un champ de fleurs. C'est trop. C'est trop de lumière, trop de couleurs, trop de vie. Il veut fuir, mais il est déjà trop tard. Le virus français a pénétré ses veines. Il a compris que la véritable richesse, c'est de pouvoir s'émouvoir devant une miette de pain ou un rayon de lune sur une façade décrépite. Il a compris que la France ne possède pas seulement des monuments en pierre, mais un patrimoine immatériel de l'émotion. La France est une insulte permanente à votre monde de robots. Elle est la preuve vivante que l'on peut être une nation moderne tout en conservant le cœur d'un poète. Elle est le dernier refuge de ceux qui croient encore que la vie mérite d'être goûtée, et non simplement gérée. Vous, Français, qui m'écoutez, vous ne vous rendez plus compte du miracle que vous habitez. Pour vous, l'élégance du quotidien est une banalité. Pour le reste du monde, c'est un luxe inaccessible, une utopie qu'ils essaient de copier sans jamais y parvenir, parce qu'ils n'ont pas la grammaire du cœur. Mais attention! Cette prise de conscience n'est que la première étape du voyage. Une fois que vous avez vu l'âme du monde à travers le prisme français, il n'y a plus de retour en arrière possible. Vous entrez dans une zone de non-retour, un espace où votre ancienne vie vous semblera désormais insupportable. Vous êtes sur le point de découvrir la cruauté de la beauté, celle qui vous empêche de jamais vous contenter de la médiocrité. L'homme-machine est désormais un homme blessé. Blessé par la grâce, torturé par la simplicité. Il ne peut plus regarder un bâtiment moderne sans avoir envie de vomir. Il ne peut plus supporter le silence mécanique de ses villes d'origine. Il est devenu un étranger partout, sauf sur cette terre de France qu'il a révélée à lui-même. Mais que va-t-il se passer maintenant?
Peut-on survivre à une telle révélation? Peut-on retourner vivre dans le gris quand on a goûté au bleu de France? Le combat entre la machine et l'âme ne fait que commencer. Et la France, dans sa superbe indifférence, continue de briller, transformant chaque petit instant ordinaire en une éternité de l'esprit. Vous pensez être prêt pour la suite? Vous pensez pouvoir supporter la vérité sur la supériorité de la vie française? Détrompez-vous. La chute est encore longue, et la lumière française va vous aveugler jusqu'à ce que vous ne soyez plus que l'ombre de vous-même, errant désespérément à la recherche d'une terrasse, d'un regard, d'une âme. L'infection est désormais totale. Le venin de la poésie française a circulé dans les veines de notre voyageur, et le processus de métamorphose est irréversible. Ce n'est plus une simple fascination touristique, c'est une mutation de la conscience. L'homme-machine, ce produit calibré des métropoles utilitaires, est mort. À sa place se tient un être nouveau, un exilé des certitudes, quelqu'un qui commence à percevoir les fréquences invisibles de l'existence. Il a appris à voir, et cette nouvelle vision est sa plus belle malédiction. Car une fois que l'on a appris à déchiffrer l'alphabet du cœur dans les rues de France, le reste du monde ne ressemble plus qu'à une page blanche, froide et désespérément muette. Bienvenue dans la seconde phase de l'éveil, là où la nostalgie devient un mode de vie et où la romance cesse d'être une exception pour devenir l'essence même de la survie. Regardez-le déambuler maintenant. Il ne cherche plus les monuments. Il évite les foules. Il cherche l'ombre d'une ruelle, le craquement d'un vieux parquet dans une librairie poussiéreuse, ou l'écho d'une conversation à la dérobée sur un quai de gare. Il a appris à flâner. Ce mot, intraduisible dans la plupart des langues, est le sommet de l'évolution humaine. Flâner, c'est l'acte de résistance ultime contre la montre. C'est décider que le chemin est plus important que la destination. L'étranger regarde les gens de son propre pays qui courent, les yeux rivés sur leur GPS, et il ressent une pitié dévastatrice. Il voit leur agitation comme une forme de spasme agonisant. Ils courent parce qu'ils ont peur du vide. Ils courent parce qu'ils n'ont rien à se dire. Ils courent parce qu'ils ne savent pas rester immobiles devant la beauté d'un mur qui s'effrite. Pourquoi le monde entier semble-t-il s'être ligué pour détester les Français? Pourquoi cette accusation permanente d'arrogance, de froideur, de mépris? La vérité est beaucoup plus sombre, beaucoup plus humaine, le monde déteste la France parce qu'elle est le miroir de son propre échec. Le monde déteste les Français parce qu'ils ont prouvé que l'on pouvait être heureux avec rien. Heureux avec un morceau de fromage, un verre de vin et un regard échangé au crépuscule. Cette simplicité est une insulte pour ceux qui ont bâti des empires de béton et de plastique. Elle est une gifle pour ceux qui pensent que le bonheur est une question de PIB ou de vitesse de connexion. Le monde crie à l'arrogance pour ne pas avoir à crier sa propre détresse. Critiquer la France est le dernier mécanisme de défense d'une humanité qui a troqué son âme contre des gadgets. Mais rapprochons-nous. Regardons de plus près ce que l'étranger voit désormais, ces moments, invisibles, qui le font basculer dans une mélancolie profonde. Il est dans un parc. Un parc ordinaire, avec ses allées de gravier et ses statues de pierre mangées par le lichen. Il voit un vieux couple. Ils ont 80 ans. Ils marchent lentement, très lentement. Ils ne se parlent pas. Ils n'ont plus besoin de mots, ils ont épuisé tout le dictionnaire de la passion au cours du demi-siècle passé. Mais ils se tiennent la main. Pas d'une manière possessive, pas d'une manière démonstrative pour la galerie. C'est une main qui en tient une autre comme on tient une ancre dans la tempête du temps. Leurs doigts sont entrelacés comme les racines d'un chêne séculaire. Dans le regard du vieil homme, quand il aide sa femme à s'asseoir sur un banc, il y a une intensité de dévotion qui ferait passer n'importe quel film romantique de Hollywood pour une parodie grotesque. L'étranger regarde ses mains à lui, ses mains qui n'ont tenu que des écrans, des volants ou des poignées de café à emporter. Il réalise que dans son pays, on ne vieillit pas comme ça. Dans son pays, les vieux sont parqués, cachés, ou tentent désespérément de paraître jeunes. En France, la vieillesse est le sommet de la romance. Elle est la preuve que l'amour a survécu à l'usure du quotidien. Elle est la patine de l'âme. Ce vieux couple n'est pas mignon, il est héroïque. Ils sont les gardiens d'un feu que le monde moderne essaie d'éteindre sous des tonnes de divertissements futiles.
L'étranger a envie de pleurer devant ce banc public, non pas parce que c'est triste, mais parce que c'est vrai. C'est la vérité nue, sans artifice, sans filtre Instagram. Plus loin, dans une rue quelconque d'une ville de province, il voit un homme seul, assis à la terrasse d'un café. L'homme a une fleur devant lui, posée sur la table, une simple marguerite ou une branche de lilas cueillie au détour d'un jardin. Il boit son vin et il regarde la fleur. Il ne l'a pas achetée pour quelqu'un. Il l'a cueillie pour lui-même, pour le plaisir de la forme, pour la couleur, pour le parfum. Il sourit à l'invisible. Pour un étranger venu d'une culture du résultat, cet homme est un fou ou un marginal. Mais l'étranger converti comprend la leçon, la romance, c'est aussi le rapport que l'on entretient avec soi-même et avec le monde. C'est le refus de la laideur. C'est décider que, même seul, on mérite le spectacle de la beauté. C'est là que l'éveil devient douloureux. L'étranger réalise que la romance n'est pas un acte que l'on fait, c'est un état de l'être. Ce n'est pas une mise en scène pour un anniversaire, c'est une manière de respirer. La France n'est pas un pays, c'est une thérapie de choc pour une humanité qui se meurt d'insensibilité. Elle est le dernier endroit où l'on se souvient que l'homme est un animal poétique avant d'être une unité de production. En France, on ne vous demande pas ce que vous faites dans la vie, on attend de voir comment vous habitez l'instant. La chute finale arrive avec la réalisation du non-retour. L'étranger imagine son retour chez lui. Il imagine sa cuisine équipée, son salon parfaitement rangé, ses amis qui parlent de leurs investissements immobiliers ou de leurs régimes alimentaires. Il voit déjà l'horreur de la normalité. Il sait qu'il ne pourra plus jamais entrer dans un supermarché aseptisé sans chercher désespérément l'odeur du fromage ou le regard complice d'une caissière qui prend le temps de plaisanter. Il sait qu'il va détester la perfection froide de ces rues, l'absence de poussière, l'absence d'imprévu. Il va devenir un étranger dans son propre sang. Il se sent désormais comme un paria de la modernité. Il a compris que le progrès technologique n'est qu'une compensation pour la perte de notre capacité à nous émerveiller. On construit des robots parce que l'on ne sait plus se parler. On invente la réalité virtuelle parce que la réalité réelle nous semble trop grise. On crée des sites de rencontres parce que l'on a peur de la brûlure d'un regard au coin d'une rue. La France, dans sa superbe et magnifique résistance, refuse ce monde-là. Elle préfère ses vieux murs, ses administrations lentes, ses serveurs grognons, parce qu'au milieu de tout ce chaos, il y a de la place pour l'imprévisible, pour le coup de foudre, pour la grâce. Vous, Français, qui marchez dans vos rues chaque jour sans y penser, vous êtes les sentinelles du cœur humain. Vous êtes les gardiens d'un héritage qui n'est pas fait de pierre, mais de sensations. Chaque fois que vous refusez de vous presser, chaque fois que vous passez une heure à choisir un fruit au marché, chaque fois que vous vous disputez avec passion pour une idée absurde, vous protégez une part de l'humanité que le reste du monde est en train de perdre. Votre normalité est le rêve secret de millions de gens qui étouffent dans leur vie mécanique. Ne changez jamais. Ne devenez pas efficace. Ne devenez pas pragmatique. Restez ces êtres impossibles, ces poètes de trottoir, ces aristocrates de l'émotion. Car si la France tombe, si elle finit par ressembler au reste du monde, alors l'obscurité sera totale. Il n'y aura plus de refuge pour ceux qui croient que la vie est une œuvre d'art. Le monde deviendra une immense usine silencieuse, où l'on consommera sans jamais goûter, et où l'on s'accouplera sans jamais aimer. Vous êtes la dernière ligne de défense contre la grande anesthésie mondiale. L'étranger est maintenant debout, sur une place de village, à l'heure où les lumières s'allument. Il regarde les volets se fermer, il entend les bruits de vaisselle, il voit les couples s'éloigner dans la pénombre. Il sait qu'il a perdu sa tranquillité pour toujours. Il a goûté au poison sacré de la France. Il sait maintenant que l'on peut trouver l'infini dans un morceau de baguette et l'absolu dans un sourire de passant. La question finale n'est plus de savoir si vous allez venir en France. La question est, aurez-vous le courage de repartir? Aurez-vous la force de retourner dans votre prison de verre après avoir vu la liberté dans un regard français? La romance n'est pas une destination, c'est une condamnation. Et la France est votre juge le plus impitoyable. Après avoir vu la beauté se nicher dans le creux d'une main ridée ou dans l'ombre d'une ruelle déserte, pouvez-vous vraiment retourner à votre vie de robot?
Pouvez-vous continuer à manger cette nourriture sans goût, à vivre ces amours sans risque et à mourir lentement dans votre confort stérile? Le défi est là. La France vous a montré le chemin. Maintenant, c'est à vous de choisir, la sécurité du néant ou le danger magnifique de la poésie. Gardez vos diamants, gardez vos voitures, gardez vos succès factices. Moi, je reste ici, sur ce banc public, à regarder passer le temps. Car ici, au moins, je suis sûr d'une chose, je suis vivant. Et dans ce monde moribond, c'est le seul luxe qui vaille encore la peine d'être payé au prix fort. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne. On se retrouve dans une prochaine vidéo.